Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au koan, petits textes aussi courts qu'édifiants qui servent depuis près d'un millénaire à l'enseignement et à la pratique du bouddhisme Chan, c'est-à-dire zen. En méditant sur le koan, le disciple se concentre au point parfois d'atteindre l'éveil. Conçus par des maîtres anciens pour déstabiliser le mental et aller au-delà de la logique ordinaire, ils permettent d'accéder à la compréhension des principes fondamentaux du bouddhisme. Avec notre invitée Catherine Despeux, nous allons tout d'abord rappeler ce qu'est le bouddhisme Chan et quelle place les koans tiennent dans cette école. Puis nous tenterons de donner à voir ce que sont les koans en nous appuyant sur plusieurs exemples pour montrer leur diversité, leur fonction et leur aspect qui relève aussi de la poésie. Catherine Despeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite de langue et de philosophie chinoise à l'INALCO. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la pensée et des religions chinoises. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment sur le taoïsme, mais aussi sur le bouddhisme, avec votre dernière parution, la traduction de La Passe sans porte, l'un des principaux recueils de koans rassemblés au XIIe siècle. Et puis, je rappelle que vous êtes également membre de l'Institut d'études bouddhiques où vous donnez régulièrement des conférences. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Alors tout d'abord, on va s'intéresser au bouddhisme Chan. Qu'est-ce que c'est que le Chan ? Alors, le bouddhisme Chan, c'est une école du bouddhisme chinois qui est née au VIe siècle de notre ère, autour d'une personne qui est probablement d'origine étrangère, soit indienne, soit persane, soit d'Asie centrale, on ne sait pas très bien, et qui a pour nom Bodhidharma. Et Bodhidharma est donc devenu le personnage légendaire du Chan, qui se serait installé au temple Shaolin, dans la province du Henan, temple qui est très connu à l'heure actuelle pour ses arts martiaux. Et c'est une école qui, comme la plupart des écoles du bouddhisme chinois, a pour caractéristique d'avoir formé une lignée de transmission et d'avoir certaines caractéristiques qui sont typiques des écoles chinoises. C'est un bouddhisme qui est déjà un petit peu sinisé. Le Chan et le Zen, ce sont néanmoins les mêmes choses. Alors Chan, c'est la moitié d'un terme chinois, Channa, qui est en fait une transcription du sanskrit dhyana, qui désigne les techniques de concentration, de recueillement. Et Chan est la prononciation chinoise du caractère, qui en japonais se prononce Zen, et en coréen, puisque c'est aussi une école qui s'est installée en Corée, se prononce Son. Donc c'est la même chose, si ce n'est que le Chan a des caractéristiques de la culture chinoise et le Zen, en passant au Japon, a pris aussi quelques spécificités. Alors, quelles sont les méthodes particulières que l'on trouve dans le bouddhisme Chan ? Alors, le bouddhisme Chan veut insister sur l'expérience intérieure, l'expérience personnelle, qui a la primauté sur l'interprétation doctrinale ou l'exégèse des textes. Il insiste sur le fait que le langage est un outil inapproprié pour à la fois communiquer un enseignement qui se veut un enseignement personnel, une expérience intérieure personnelle, et pour l'exprimer. D'où certaines caractéristiques de ce bouddhisme, comme un rapport entre le maître et le disciple qui est particulier et qui s'est traduit par des entretiens entre maître et disciple. C'est-à-dire que le disciple, au cours de sa quête vers l'éveil, pouvait très bien, lorsqu'il avait des questions, ou bien lorsqu'il pensait que c'était nécessaire, demander à avoir le maître pour suivre ses conseils ou pour lui faire part de son expérience. Et cela a amené le Chan à développer des méthodes qui suppléent au langage, comme par exemple des cris, des coups, des gestes ou des comportements qui vont d'une certaine façon pouvoir déstabiliser le disciple, mais qui sont aussi une façon d'essayer de transmettre un enseignement qui ne passe pas par le raisonnement. Et dans ces méthodes, eh bien, il y a le koan. Il y a la méditation assise, bien entendu, qui est commune à beaucoup d'autres écoles du bouddhisme et qui est importante dans le Chan, qu'on appelle zazen en japonais, et le koan.
Alors justement, on va s'intéresser longuement au koan. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente? Ce sont des petits textes courts, on l'a dit, mais est-ce que ce sont des questions, des dialogues? Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu? Alors, le koan, on a gardé ce mot, mais c'est la prononciation japonaise d'un terme chinois qui est gong'an. Et ce terme signifie en fait cas public. C'est un terme de juridiction qui désignait les cas qui étaient portés devant le tribunal et qui devaient être résolus. Donc le koan, c'est au fond un cas qui est porté devant une assemblée de moines, d'un disciple ou d'un maître ou d'un dialogue entre les deux qui vont au fond essayer de résoudre une question à propos du bouddhisme ou à propos de l'éveil. Donc ces koans, eh bien, il y en a de toutes sortes, mais ils ont été pris, au fond, dans un type de littérature qui est spécifique au Chan, qu'on appelle les entretiens de maîtres avec des disciples. C'est-à-dire que des disciples ont réuni on peut dire les perles ou les moments les plus importants de dialogue entre un maître et un disciple. Ce sont souvent des histoires édifiantes en situation. Et ces entretiens, ou bien on pourrait dire des enseignements particulièrement percutants des maîtres au cours de sermons, ont été tirés de leur contexte pour en faire des koans, c'est-à-dire des cas qui étaient présentés aux disciples qui devaient essayer de les résoudre. Alors aujourd'hui, quand on veut consulter un koan, on a plusieurs recueils. Alors à l'heure actuelle, oui, il y a à peu près 200-300 koans qui ont été réunis au cours des siècles et dont principalement 3 recueils. Un premier recueil qui a été fait au XIIe siècle, qui est un recueil de 100 koans, qui a été traduit en anglais, et un recueil plus tardif du XIIIe siècle, qui est La Passe sans porte, qui recueille 48 koans parmi les plus célèbres, et puis un troisième recueil aussi un peu plus tardif qui reprend ces koans. Alors ce sont de petits dialogues, des petits cheminements avec souvent une affirmation assez inattendue. Qu'est-ce qu'on peut appeler aussi un koan de circonstance? Eh bien, ces koans, au fond, on a l'impression, à la première lecture, que ce sont parfois des textes paradoxaux, des textes absurdes, insolites, qu'on ne comprend pas intellectuellement. Mais il ne faudrait pas pour autant croire que ce koan ne demande pas une recherche analytique ou une recherche intellectuelle. Au contraire. Mais à côté de cela, c'est vrai que quand on a un koan comme « Quel est le son d'une seule main ?», évidemment, c'est un peu difficile de comprendre ce que le maître veut dire derrière cela. On va donner justement d'autres exemples pour montrer comment le langage est inadéquat finalement à exprimer cette pensée. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de koan? Alors peut-être un des koans les plus célèbres, qui est au fond le koan qui est l'emblème, on pourrait dire, d'une caractéristique du Chan. C'est l'histoire suivante. Un jour, le Bouddha se trouve à faire un sermon. Et au cours de ce sermon, au lieu de se mettre à parler, il montre à l'auditoire une fleur qu'il tient entre ses doigts. Et parmi ses disciples, l'un d'entre eux, qui s'appelle Mahakasyapa, sourit. Et le Bouddha dit, eh bien, la quintessence de mon enseignement, je le transmets à Mahakasyapa. Donc c'est une façon d'illustrer le fait que le Chan, justement, ne s'appuie pas sur le langage et considère que le silence et l'expérience immédiate dans le quotidien est la meilleure façon de faire comprendre cette expérience d'éveil. Eh bien ça, c'est une histoire qui est donnée comme koan au disciple qui va donc méditer dessus jusqu'à le résoudre. Jusqu'à le résoudre, c'est-à-dire qu'il peut passer sa vie à essayer de résoudre ce koan. Un disciple
pouvait avoir un koan particulier qui lui a été donné par son maître et il doit le maintenir toute sa vie. Ça veut dire que le koan devient au fond une méthode pour concentrer l'esprit, pour que la personne s'investisse complètement dans ce koan. Et parmi les koans de base que l'on donne le plus souvent, c'est par exemple « Qui suis-je » ? Qui suis-je? Où suis-je? Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? Donc des questions dans lesquelles le disciple ne doit pas rester dans la dualité. La non-dualité est un des principes philosophiques de base du bouddhisme. Et le koan, au fond, c'est un moyen qui sert aux disciples pour qu'ils travaillent sur tous ces principes du bouddhisme. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que la nature de Bouddha? Et pour cela, le moyen qui est utilisé est un moyen dans lequel le disciple s'investit à fond. Il va douter, il va passer par des expériences parfois très difficiles. Au fond, le koan met le disciple dans une situation paradoxale, dans une situation de souffrance parfois très grande, parce qu'on l'accule jusqu'au bout. Il doute jusqu'au moment où il n'a plus d'issue. Et à ce moment-là, il lâche tout et il peut percevoir sa nature intérieure. Est-ce qu'on peut citer, pour conclure, un autre koan dont la fonction, par exemple, est de ramener le disciple dans la non-dualité, dans l'instant présent plutôt? Il y a un maître Chan, oui, qui s'appelle Zhao Zhou, qui voit un jour un nouveau disciple qui entre dans sa congrégation. Et le disciple vient le voir et lui dit « Maître, pourriez-vous me donner un enseignement ?» Et Zhao Zhou lui pose une question, lui dit « As-tu mangé ton riz ?» L'autre répond « Oui, oui, oui. » Et le maître lui dit « Eh bien maintenant, va laver ton bol. » Donc c'est à la fois une façon de le ramener à l'instant présent, puisqu'il est dans une quête qui, au fond, l'empêche d'être dans la pleine présence à l'instant présent. Et c'est aussi une façon très importante pour le bouddhisme, et notamment pour le Chan, de montrer que le meilleur enseignement, c'est dans la réalité quotidienne, c'est toujours dans le concret. Les maîtres Chan prennent le plus possible des exemples dans le quotidien, dans l'environnement et dans le concret. Voilà, un dernier peut-être koan avant de se quitter, peut-être sur la non-dualité avec l'esprit. Un dernier koan sur la non-dualité, on pourrait citer l'exemple de deux disciples qui discutent pour savoir, qui voient un drapeau qui bouge au vent, et l'un des disciples dit c'est le drapeau qui bouge, l'autre moine dit non, c'est pas le drapeau qui bouge, c'est le vent. Et le maître arrive et leur dit ce n'est ni le vent, ni le drapeau, c'est votre esprit qui bouge. Voilà, c'est sur cela que nous allons conclure. Merci beaucoup Catherine Despeux d'avoir répondu à nos questions. Pour prolonger l'émission, voici des indications de lecture. Tout d'abord, La Passe s'emporte, les énigmes des grands maîtres zen de Women Wikai, édition Point, collection Sagesse. Ces 48 koans compilés au XIIe siècle ont été traduits et annotés par notre invitée Catherine Despeux, qui leur donne un précieux éclairage sociologique et interprétatif. Le Koan Zen de Toshihiko Izutsu, édition Fayard, c'est l'ouvrage français de référence sur les koans, écrit il y a 35 ans, qui livre de nombreuses clés sur le rôle et la complexité de ces courts poèmes à l'apparence irrationnelle. Un monde se lève, le court poème d'éveil, son art et sa philosophie d'Antoine Marcel aux éditions Acarias, l'originel. L'auteur donne à voir comment les koans sont l'intuition subite de l'esprit et la part divine de l'homme qui s'éveille au contact du monde sensible. Et enfin, Chan Zen, Racines et floraisons aux éditions des Deux Océans. Il s'agit d'études et de textes présentés par un collectif de chercheurs, dont notre invité, sur l'origine et le développement du bouddhisme Chan en Chine et au Japon. Voilà, c'est la fin de notre émission sur le koan. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant plus.fr. Merci de nous avoir suivis. Très heureuse semaine et toute l'équipe vous donne rendez-vous dimanche prochain. Merci.